Bonjour à toutes et tous, je suis Daniel Neuville, je suis vice-président de la Fédération française des matériaux. Je suis également au niveau de l'Association française pour l'avancement des sciences, la FAS. Ces webinaires sont organisés entre la FFM et la FAS depuis déjà plus de 2 ans. Et pour les 14 prochains webinaires, un par mois, nous avons décidé de les focaliser sur les colloques qui auront lieu lors du congrès matériaux qui aura lieu du 16 au 20 novembre 2026 à Grenoble. Et le premier colloque sera sur matériaux et santé. Et donc, d'où nos deux orateurs d'aujourd'hui. Et je vais laisser ma collègue Sylvie Lartigue les présenter. N'oubliez pas de couper vos micros et les questions, vous pourrez les poser dans le chat. Oui, donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités, donc Nina Attic et Grégory Nolins. Alors, je vais dire quelques mots pour présenter Nina Attic. Elle est ingénieure de recherche au CNRS et chargée d'enseignement à l'UFR d'odontologie de Lyon. Après un doctorat en toxicologie à l'Université de Lorraine, elle devient maître de conférence à l'Université Claude Bernard de Lyon. Ses recherches portent sur les matériaux dentaires, en particulier leur biocompatibilité, leur toxicité et pour ses recherches, elle met en œuvre des techniques bactériologiques et des analyses par imagerie confocale. Nina Attic a reçu plusieurs distinctions. Elle a dirigé des projets européens. Elle a été lauréate d'un programme pour la création d'entreprises innovantes en Méditerranée. Aujourd'hui, elle nous présente le développement et l'évaluation biologique de matériaux avancés pour la restauration, la régénération et le remplacement des tissus dentaires. Donc, Nina, vous avez 25 minutes environ, entre 25 minutes et 30 minutes pour votre exposé. Merci Sylvie pour cette introduction. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de me donner l'opportunité de participer à ce webinaire matériaux et santé. Ce webinaire, pour ma part, est dédié à des matériaux destinés à des applications en odontologie. Pour commencer, cette présentation, il est important de rappeler qu'en odontologie, nous utilisons divers matériaux comme les résines composites qui sont photopolymérisables, les ciments comme les ciments bariolomères pour des applications temporaires, les polymères, les implants métalliques à base de titane par exemple. Tous ces matériaux, une fois en fait en bouche, donc au sein de la cavité buccale qui est un environnement particulièrement complexe, ces matériaux sont donc exposés à des contraintes mécaniques à cause de la mastication, chimiques à cause des enzymes salivaires et thermiques, bien sûr, à cause des variations de température. Donc, à cause de ces contraintes, ça peut entraîner une dégradation et cette dégradation, elle peut avoir des conséquences sur la santé des patients, mais également sur le plan économique. Donc, chercheurs et cliniciens, ils s'intéressent à développer des matériaux qui sont des critères pour résister à ces contraintes, donc une biocompatibilité optimale, une résistance mécanique, une résistance à l'usure, et également un coût qui permet d'utiliser ces matériaux pour des soins courants, sans oublier bien évidemment la performance clinique qui est très importante en fonction de l'indication précise visée. Donc, aujourd'hui, les travaux que je vais présenter pendant ce webinaire portent sur les matériaux développés au sein de mon équipe de recherche. Donc, c'est l'équipe biomatériaux du LMI, donc le laboratoire multimatériaux à interface de l'IMR 5615, situé au niveau de la faculté d'odontologie de Lyon. Nos recherches concernent le développement de biomatériaux visés principalement à restaurer la perte des substances dentaires, donc tout ce qui est tissu minéralisé comme l'émail et la dentine. On s'intéresse également à régénérer les tissus péridentaires, donc les tissus qui sont autour des dents, donc les tissus, notamment les tissus parodontaux et les tissus périimplantaires. Et lorsque la restauration ou la régénération ne sont plus envisageables, dans ce cas-là, l'implant dentaire reste la solution de référence pour remplacer une ou plusieurs dents manquantes. Notre objectif de développement de matériaux dentaires est de développer
des dispositifs médicaux, donc des biomatériaux, qu'on dit des matériaux bioactifs. En effet, la bioactivité de ces matériaux s'inscrit en fait pleinement dans une approche moderne de dentisterie qui est de préservation tissulaire. Cette dentisterie est à visée mini ou non invasif de plus en plus. Cependant, pour développer des matériaux, il faut prendre aussi d'autres paramètres en compte, comme les limites biomécaniques qui sont à considérer et en adéquation avec les principes du biomimétisme. Et pour évaluer, proposer des dispositifs de manière sécurisée aux patients, il faut les évaluer en termes de biocompatibilité et pour ça, et de toxicité bien évidemment, sans oublier que chaque matériau doit avoir une performance clinique selon l'indication clinique visée, bien sûr. Donc, dans un premier temps, j'ai choisi de vous présenter des travaux de recherche en lien avec les matériaux de restauration dentaire. Ici, c'est la partie supérieure de la dent qui est visée, donc la partie minéralisée, qu'on appelle l'émail et la dentine, les deux tissus visés. Pour cette restauration. La question à laquelle nous cherchons à répondre est comment mieux restaurer. Donc, au sein de l'équipe et au sein du laboratoire, on a plusieurs stratégies qu'on a adoptées depuis quelques années. C'est la recherche et le développement de nouveaux matériaux reminéralisants, donc avec un potentiel de reminéralisation, le développement de composites dentaires ou l'amélioration des composites dentaires existants grâce à la modification de leur charge, donc de la partie charge, ou le développement de composites dentaires antibactériens afin, bien évidemment, d'éviter les caries secondaires et les lésions carieuses et augmenter la longévité des restaurations. Avant de vous présenter le travail de recherche, je fais un petit rappel sur le cahier des charges d'un matériau de restauration. Donc, d'une manière générale, un matériau destiné à restaurer une perte de substance tissulaire doit bien évidemment avoir des propriétés identiques ou se rapprochant le plus possible de celles de la substance à restaurer. Donc, un ensemble de propriétés, comme vous pouvez voir sur cette slide, permet de caractériser un matériau. Il s'agit de propriétés biologiques, biocompatibilité, bioactivité, des propriétés mécaniques qui permettent de déterminer la capacité d'un matériau à se déformer via sa résistance à la flexion ou sa dureté, par exemple, des propriétés physiques, de l'étanchéité, de la longévité et de l'esthétique. Et enfin, le coût, comme je l'ai indiqué précédemment, est à prendre en compte également. Ce cahier des charges est bien évidemment guidé par l'indication clinique visée et par aussi la procédure thérapeutique utilisée pour la mise en œuvre de ce matériau de restauration. Par exemple, concernant l'indication clinique, il peut s'agir d'un matériau de restauration temporaire dont les exigences ne sont pas les mêmes que celles d'un matériau de restauration permanente. Donc, quand on parle de restauration et on parle de reminéralisation, on pense tout de suite aux verres bioactifs. Pourquoi on pense aux verres bioactifs? Parce que les verres bioactifs, depuis leur mise au point par le professeur Larry Hench en 1969, ça a beaucoup été développé et c'est parce que ces verres possèdent un potentiel de reminéralisation et un potentiel ostéogénique. Donc, ces verres bioactifs s'inscrivent finalement bien précisément dans la dentisterie mini-invasive qui cherche à restaurer et à régénérer les tissus qui ont été endommagés. Parce que ça permet de stimuler le processus de réparation tissulaire quand on parle par exemple de l'émail ou de la dentine. Quand on parle de deux problématiques en dentisterie, on va parler de l'érosion dentaire et des lésions carieuses dans la carie dentaire. Donc, les deux se caractérisent par une déminéralisation, une attaque acide sans intervention de bactéries pour l'érosion, contrairement à la maladie carieuse qui est d'origine infectieuse. L'émail est le premier tissu donc, supérieur de la dent qui est concerné par cette reminéralisation, mais la reminéralisation de la dentine permet de traiter un certain nombre de sensibilités, mais également de pratiquer l'éviction partielle des tissus cariés, de plus en plus recherchés parce qu'on cherche à préserver autant que possible les tissus naturels du patient.
Donc, dans ce contexte, j'ai participé à un programme européen, donc le programme Bio dans le sol, qui a été lancé et managé entre l'Université Claude Bernard Lyon 1, coordonné par ma directrice d'équipe, la professeure Gorogoja, et le partenaire principal était la société anglaise Lucidian, avec Phil Jackson comme coordinateur. Donc, Bio dans le sol est un projet de recherche et de mobilité élaboré en partenariat avec cette société anglaise. Et ce projet a permis de recruter 3 doctorants, donc Federico, Delaita et Vincenzo. Donc, l'objectif est de développer des dispositifs médicaux capables de reminéraliser les tissus dentaires. Et pour cette fois, j'ai choisi de vous présenter le travail de Delaita Fernando qui a concerné à améliorer un système adhésif pour les restaurations dentaires. Donc, comme vous pouvez voir sur cette image ici, la dégradation de cette interface, donc de cette couche hybride, peut entraîner l'infiltration bactérienne qui peut conduire à la formation de caries secondaires et à l'échec des restaurations. Cette interface donc, entre le matériau de restauration et le tissu dentaire, comme vous pouvez voir, constitue alors le point faible des restaurations. L'objectif de la thèse de Delaita était de développer un adhésif dentaire bioactif pour limiter, voire prévenir la dégradation de cette couche hybride et augmenter par conséquence la longévité de nos restaurations. Donc, au-delà des considérations économiques qui sont importantes, il y a la préservation tissulaire, parce que finalement, quand on doit remplacer des restaurations, il y a la réduction et la diminution tissulaire à cause de remplacements et des réinterventions à chaque fois. Donc, dans cette thèse, mais on peut se poser la question, pourquoi on s'intéresse en fait à des vers bioactifs? Donc, des vers bioactifs et des vers bioactifs finalement qui sont mésoporeux. Pourquoi on s'intéresse à ces vers-là? Parce que les vers mésoporeux constituent finalement une nouvelle génération des vers bioactifs, parce que les vers conventionnels du professeur Hensch étaient des vers denses. Donc, ces vers, avec cette porosité, peuvent apporter quelques améliorations. Donc, au niveau, par exemple, des propriétés rhéologiques, l'interface résine-charge est renforcée par ancrage mécanique. Il y a une double accroche mécanique et chimique dans le cas des charges mésoporeuses, alors que dans le cas des charges conventionnelles, il y a seulement l'accroche chimique. On peut également utiliser ces pores, donc sa mésoporosité, comme un vecteur ou comme des vecteurs pour des molécules antiseptiques. Je reviens sur la thèse de Delaita. Donc, la synthèse des vers mésoporeux a été réalisée par un procédé de sol-gel donc, au niveau de la société Lucidian en Angleterre, à Stoke-on-Trent exactement. Et les pourcentages molaires, comme vous pouvez voir, des formateurs de réseau donc, en noir ont été fixés et les contenus des modificateurs de réseau a été varié, donc calcium et sodium. Les premières évaluations physico-chimiques nous ont permis de montrer que la composition finalement riche en calcium et la composition avec 10% de sodium a une porosité que vous pouvez et une surface spécifique importante que vous pouvez voir sur ces images MEP. Cette première évaluation nous a permis de sélectionner 2 candidats, un candidat de verre avec 10% de sodium et un candidat sans sodium. Et on peut voir sur aussi les images pour la formation d'apatite que le verre sans sodium permet d'avoir une précipitation plus importante. Ces particules de verre ont été par la suite évaluées au niveau de la cytocompatibilité au contact de 2 types cellulaires, donc des fibroblastes gingivaux humains au contact de la gencive et aussi des sémantoblastes. Et on peut voir qu'il n'y a aucune toxicité qui est observée sur ces images-là et on a une stimulation de la reminéralisation pour les sémantoblastes. Ce qu'on nous a après amené à diminuer la taille de ces particules pour pouvoir les intégrer dans un adhésif dentaire, parce qu'on ne peut pas intégrer des particules de grande taille. Donc, on a fait un ball milling pour diminuer la taille de ces particules. Et par la suite, on les a intégrés dans un adhésif commercial. Donc, c'est le Trendy Bond de la société céramique. Et vous pouvez voir sur ce graphe, sur cet histogramme, que
un pourcentage de var bioactif à un taux de 10% permet d'avoir une viscosité importante et satisfaisante pour une application et une manipulabilité clinique. Je passe maintenant à un autre type de matériau de restauration. On s'intéresse également en fait à la modification, comme j'ai indiqué précédemment, à la modification des composites dentaires. Donc, un petit rappel, c'est quoi un composite dentaire? Un composite dentaire est un composite, donc une résine composite. On a une partie charge, une partie et une partie matrice organique. Donc une matrice organique à base de résine de monomère métacrylique et en fait des charges inorganiques comme le quartz, la silice ou des céramiques qui sont là pour renforcer sa structure. Et enfin, un agent de couplage qui permet de lier ces deux composants. Un composite dentaire est utilisé pour plusieurs indications. La plus importante, les obturations directes, donc pour traiter les caries en restaurant l'émail et la dentine. Il y a aussi une autre indication qui est importante, et c'est en restauration indirecte, comme pour la construction des façades, par exemple. Donc, dans ce cadre-là, je choisis de vous présenter deux exemples qu'on a développés au laboratoire. Donc, à droite, dans le cadre de la thèse de Franck Allais, on s'est intéressé aux charges mésoporeuses de silice pour les intégrer dans un composite dentaire. Donc, on a choisi également d'utiliser une matrice organique sans bisphénol A par rapport à toute la controverse et au potentiel perturbateur endocrinien du bisphénol A. Et ce qui est intéressant avec les charges mésoporeuses dans le cas de mélanger avec une résine, c'est que ces charges vont absorber comme une éponge une partie de la résine, et du coup, on a moins de relargage de monomères toxiques par la suite. Et on a vu que le composite expérimental a permis d'avoir une biocompatibilité améliorée et des propriétés mécaniques satisfaisantes. À gauche, c'est une autre approche. Donc, cette fois-ci, on ne s'intéresse pas à la partie charge, mais on s'intéresse finalement à la partie matrice organique. Et on a intégré un agent antibactérien qui est le DHMI, donc c'est un ammonium quaternaire, qu'on a intégré au niveau de la matrice organique pour conférer à notre composite qui, à l'origine, n'est pas antibactérien, une activité antibactérienne. Donc, un taux de 7,5% de cet agent parmi l'élaboration d'un composite expérimental antibactérien avec des propriétés mécaniques satisfaisantes, puisqu'il ne faut pas altérer les propriétés mécaniques. Comme vous pouvez le voir sur cette image MEB, on voit que ce composite permet d'inhiber la croissance du Streptococcus mutans, donc c'est une bactérie qui est représentative des lésions carieuses. Actuellement, donc là, c'est une collaboration qui est avec l'Université d'Alger. On continue cette collaboration, mais on s'intéresse maintenant à des agents, actuellement à des agents antibactériens, mais naturels, donc à base de plantes comme le SIWAC, pour à la fois l'aider d'associer les propriétés d'origine naturelle, donc les propriétés antioxydantes et antibactériennes du SIWAC, avec notre composite dentaire sans altérer ses propriétés mécaniques. Au sein du laboratoire, on s'intéresse également avec mon collègue de la fac dentaire, le professeur Azam Aboulail, et aussi un collègue de Mathéis, Rémi Gauthier, pour corréler les propriétés biologiques aux propriétés biomécaniques des composites et des matériaux de restauration de manière générale. Pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que finalement, à l'heure actuelle, la plupart des causes d'avulsion dentaire, donc d'extraction des dents, est finalement due à des causes qu'on appelle des causes biomécaniques. Exemple, la carie dentaire, elle est d'origine infectieuse, mais elle va finalement entraîner une perte de substance, donc perte de la substance de l'émail et de la dentine quand la carie est profonde. Et cette perte, quand elle est importante, va avoir une perte de structure qui va empêcher la reconstruction, car on va avoir finalement du mal biomécaniquement à mettre une couronne. Et du coup, il faut extraire. Donc, vous voyez à gauche cette première étude en 2022 nous a permis de déterminer que finalement l'ajout de fibres de verre dans des composés dentaires
un composite fluide, donc un peu plus liquide qu'un composite conventionnel, qu'on appelle Liberax, qui est commercialisé maintenant par la société GC, n'a pas affecté ses propriétés biologiques. Donc, on a finalement un composite fibreux et flot, donc liquide. Et du point de vue clinique, l'avantage d'utiliser un composite fluide avec des fibres est une bonne résistance mécanique, plus particulièrement la résistance à la fracture, ce qui pose problème pour les composites la plupart du temps, tout en étant facile à manipuler parce que c'est un composite liquide, étant donné qu'il est vraiment une fluidité assez importante, par rapport à un composite conventionnel qui se forme de pâte et finalement pour l'étaler dans des cavités larges, c'est très compliqué. Donc, ce point-là est important, mais comme c'est un composite fluide et qui est applicable ou appliqué dans des cavités larges, il peut être finalement au contact des marges gingivales et du coup de gingival margin. Et du coup, ça peut être vraiment au contact des cellules de la gencive. Et quand c'est des caries profondes, ça peut aussi être en contact de la pulpe. Et c'est pour ça il fallait qu'on s'assure de l'anotoxicité de ces composites. D'un autre côté, à droite, une étude que nous avons réalisée pour évaluer le potentiel de reminéralisation de nouveaux composites qui sont sur le marché, donc le surfluorone et le Centium Forte. Et cette étude nous a montré que finalement, le composite c'est un matériau de restauration hybride qui est considéré comme un matériau de restauration bioactif, a un potentiel de reminéralisation avec un relargage de fluor, ce qui est très bien, mais il a des propriétés mécaniques très limitées, donc de faibles propriétés mécaniques. Et on s'est posé la question, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une optimisation à faire pour ajouter des fibres de verre pour augmenter la résistance mécanique, tout en gardant cette particularité de bioactivité via le relargage du fluor. Donc, ces deux études nous ont aussi permis de collaborer avec le professeur Garoschi en Finlande et également le docteur Raphaël Richer qui utilise des méthodes d'élimination finie parce qu'on aimerait bien comprendre ces phénomènes par cette méthode-là. Je passe maintenant à la deuxième finalement thématique ou sous-thématique de ce webinaire qui est la régénération des tissus parodontaux. Donc, quand on parle de parodontite, on va parler d'une maladie inflammatoire d'origine infectieuse, comme vous pouvez voir sur cette image-là. Donc, cette maladie, elle touche environ 40% des populations adultes, entraînant la destruction des tissus qui soutiennent la dent, donc les tissus qui entourent et qui permettent l'ancrage de la dent dans son environnement. Donc, ces tissus sont le ligament parodontal, l'os alvéolaire, le ciment et la gencive. Cette destruction peut être accélérée par des facteurs comme le diabète, par exemple, et conduit, dans des cas extrêmes, à la perte des dents. La thérapie conventionnelle pour les parodontites consiste en un traitement mécanique qu'on appelle le surfaçage radiculaire qui peut stopper cette maladie, mais malheureusement, on ne peut pas régénérer ces tissus qu'on a perdus. Donc, à l'heure actuelle, la régénération des tissus parodontaux se fait par un lame de game, c'est un gel d'origine porcine, donc d'origine animale, qui a quelques limites, présente quelques inconvénients, comme son origine bien évidemment animale, son inefficacité dans des poches profondes, et également sa variabilité d'un lot à l'autre et son coût très élevé. La régénération des tissus parodontaux est un défi. Pourquoi? Parce que finalement, au niveau des tissus parodontaux, on a une alternance de tissus minéralisés, donc des tissus durs et des tissus mous, ce qui rend sa génération un peu plus complexe. Donc, au sein de l'équipe, on développe deux approches pour cette régénération parodontale. Donc, la première approche est l'utilisation des matériaux fibreux, donc des dispositifs fibreux pour mimer un peu la structure du tissu et du complexe parodontal. Et la deuxième approche, c'est plutôt l'utilisation d'hydrogel fonctionnalisé, cette fois-ci pour mimer le gel Amdogain qui est commercialisé, mais sans l'origine animale. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un exemple de ce qu'on développe au labo concernant les scaffolds fibreux et fonctionnalisés. Donc,
Pour cette première approche, donc, on cherche finalement à cicatriser et à créer une attache à ce niveau-là. Et pour ça, dans ce contexte, donc la cicatrisation parodontale va nécessiter un scaffold multiphasique. Ce scaffold multiphasique doit se comporter différemment selon le type de tissu, qu'il s'agit d'un tissu minéralisé ou d'un tissu mou. Donc, un tissu minéralisé comme la salle alvéolaire et des tissus mous comme le ligament parodontal et la gencive. L'objectif est de favoriser une attache et de recréer une attache pour éviter la mobilité et la perte des dents. Donc, je vais vous présenter ici un travail qui a été réalisé dans le cadre de la NRO Print porté par un collègue du LMI, Vincent Salle. Et sur cette vidéo que vous pouvez voir, j'espère, c'est la méthode qu'on a utilisée pour créer ces scaffolds multiphasiques. Donc, c'est une méthode qu'on appelle Direct Writing Electrospinning, qui permet d'injecter plusieurs solutions. Donc, on voit sur cette vidéo Laura Bourdon qui prépare, dans le cadre de sa thèse, en fait, ces microstructures. On a un logiciel qui guide l'étirement et l'injection des solutions. Donc, dans ces solutions-là, on peut injecter des polymères, mais on peut injecter aussi des molécules bioactives, également des protéines. Et donc, on peut contrôler l'étirement des filaments et on peut contrôler également la microstructure et la porosité. Et comme on connaît in vivo ce qui est l'idéal, bien évidemment, pour avoir une régénération parodontale. Donc, c'était très intéressant de corréler ça avec ce qu'on a in vivo. Donc, ces structures sont élaborées par cette méthode, soit fonctionnalisées ou non. Et vous pouvez voir ce type de structure qu'on obtient. Et par la suite, ces structures sont mises en contact dans des milieux de culture, en contact direct ou indirect des cellules, et ça leur permet de libérer finalement les molécules bioactives ou les protéines qu'on a injectées au départ. Ce qui est intéressant avec cette méthode, elle permet d'avoir des microstructures qui sont bien avec une architecture organisée et contrôlée, contrairement à un électrospinning conventionnel qui permet d'avoir une porosité moins contrôlée et une structure moins ordonnée. On peut voir à gauche ici des microstructures qu'on a obtenues. Donc, c'est des microstructures à base de PCL, polycaprolactone. Et nous avons choisi finalement de fonctionnaliser d'un côté ces structures avec des nanoparticules d'apatite pour stimuler la régénération osseuse ou la différenciation de l'os, des cellules ostéoblastiques, et d'un autre côté avec le CMP1, donc qui est une protéine, pour stimuler la régénération du ciment. On peut voir sur ces images confocales qu'il y a une colonisation importante en présence de ces structures fonctionnalisées avec l'apatite, avec une stimulation de la minéralisation. On voit en fait un marqueur de minéralisation qui est le stopontine. Concernant les structures en présence des structures fonctionnalisées avec le CMPA de l'autre côté, on voit une stimulation de la prolifération, mais avec un profil cellulaire différent. Donc, cette méthode nous a permis d'avoir des structures, microstructures fonctionnalisées, mais il y a des améliorations à voir, comme par exemple l'utilisation de copolymères, parce que le PCL, finalement, il a un taux de résorbabilité qui est très long et qui ne peut pas convenir parfaitement à la régénération parodontale, ou l'utilisation d'autres molécules actives pour fonctionnaliser à façon ces structures. Donc, la deuxième approche pour la régénération parodontale, c'est de mimer le gel commercial M2Game, donc l'utilisation d'hydrogel. Et dans cette étude que nous avons réalisée avec la professeure Kerstin Gritsch, qui est parodontologiste, on s'est intéressé à une amylogénine de synthèse, donc, qui est un peptide, l'ADP5, qui contient finalement 22 acides aminés de la peptide natif amylogénique. Cette peptide a été évaluée au contact de
des 4 types cellulaires, donc ostéoblastes pour l'os alvéolaire, les fibroblastes gingivaux pour la gencive et les cémentoblastes pour les ciments. J'ai rien oublié. Et les fibroblastes du ligament parodontal pour le ligament parodontal. Et on a vu qu'il y a une amélioration du comportement biologique de ces 4 types cellulaires avec ces 3 types cellulaires, donc ostéoblastes, cémentoblastes et cellules ligamentaires, avec une inhibition légère de la prolifération des cellules gingivales, ce qui nous intéresse également parce que ça permet d'éviter un peu l'invasion gingivale, ce qui est vraiment une limite qu'on retrouve pour la régénération des parodontales. Dans un deuxième temps, on a choisi un gel expérimental qui est à base de gélane-xanthane, qu'on a fonctionnalisé avec cet ADP5, donc cet sopeptide amylogénique, et on a vu qu'on a comparé notre gel expérimental fonctionnalisé avec l'ADP5 à l'Amde-Gain, et on a vu que le comportement biologique de cet hydrogel expérimental fonctionnalisé est amélioré et équivalent pour certains tests et amélioré surtout pour le profil inflammatoire, ce qui peut être très intéressant pour la régénération parodontale. On peut voir sur cette petite vidéo la colonisation d'une partie du gel par les cellules ligamentaires. Donc, ma présentation, c'était restauration, régénération et remplacement. Donc, j'arrive à la 3e partie de cette présentation et la dernière. Et du coup, dans certaines situations cliniques, quand restaurer les pertes de substances ou les régénérer ne sont pas envisageables, ne sont plus possibles, remplacer la dent via un implant dentaire est la solution. Pour rappel, un implant dentaire, donc la vis que vous voyez à gauche, doit avoir une élasticité proche de celle de l'os, une résistance mécanique à la mastication et à la dégradation. Il doit être ostéo-inducteur et ostéogénique pour permettre une ostéo-intégration et également une muco-intégration qui est très intéressante au niveau de la tâche, au niveau du tissu conjonctif et du col implantaire. Et il doit aussi avoir un design qui facilitera sa manipulabilité en clinique. Dans ce contexte, plusieurs stratégies sont finalement envisagées pour améliorer l'ostéo-intégration et prévenir finalement l'infiltration des bactéries et la périmplantite, qui est une maladie qui provoque finalement l'échec implantaire. À l'heure actuelle, on s'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle l'implantologie orale minimalement invasive, qui a été développée dans le même principe de la médecine minimalement invasive, afin d'éviter finalement les lambeaux et les reconstructions osseuses préchirurgicales par rapport à ce qu'on appelle le flapless. L'objectif est d'étendre la pose d'implant à des patients âgés ou à des patients avec des profils médicaux complexes. Après 2 pistes de recherche qu'on explore au sein de mon équipe, et aussi l'utilisation finalement de revêtements antibactériens et aussi la recherche sur des alliages qui ont une résistance, qui ont un module d'élasticité proche de celui de l'os et qui résiste à la corrosion et du coup résiste aussi à l'inflammation. Donc, dans un premier temps, j'ai choisi de vous présenter une étude, cette étude comparative de 2 implants dentaires, donc réalisée en collaboration avec le professeur Arnaud Lafont, qui est spécialiste de l'implantologie minimalement invasive. L'objectif de cette étude était de comparer les propriétés topographiques et biologiques d'un nouvel implant dentaire qu'on appelle le Magicor, qui est considéré comme un implant dentaire mini-invasif, à un implant Nobel, qui est considéré comme un gold standard. Donc, pour analyser le design, vous pouvez voir sur ces images-là de microscopie numérique, afin d'identifier la largeur, la hauteur des spires, ainsi que l'espace interspire. Par exemple, on peut observer que l'espace interspire est 4 fois plus important pour l'implant Magicor que pour l'implant Nobel et que la hauteur des spires est 2 fois plus importante.
La microstructure a été caractérisée par un MEB, microscopie électronique à balayage, et on voit que les deux implants ont une microstructure différente entre les deux implants et aussi entre la partie, bien évidemment, col implantaire qui est usinée et la partie osteo intégrée. Ces différences peuvent être aussi expliquées par des traitements de surface différents. On sait que le Magicor, il a un traitement par sablage, donc projection d'apatite, et que l'implant Nobel, il a un traitement d'oxydation électrochimique. Dans un deuxième temps, on a souhaité évaluer les propriétés biologiques de ces surfaces implantaires, et pour cela, on a étudié deux types cellulaires, donc des ostéoblastes pour mimer le contact de la partie ostéo-intégrée à l'interface os-implant, et les fibroblastes gingivaux pour mimer l'attache du tissu conjonctif au niveau du col implantaire. On peut voir sur cette slide les résultats de l'évaluation biologique qui montrent que les deux implants ont des propriétés similaires en termes de prolifération cellulaire et de reminéralisation pour les ostéoblastes. Concernant les fibroblastes gingivaux humains, on a une colonisation plus importante pour le Magicor sur la partie col implantaire. Donc, ce résultat in vitro suggère bien évidemment une attache conjonctive plus importante autour de l'implant Magicor. Il faudra bien évidemment vérifier ça in vivo. Au niveau du design de l'implant, comme vous pouvez voir sur cette petite vidéo, pour l'implant Magicor, les innovations majeures étant la hauteur du col lisse, qui est différente en fonction de la hauteur du tissu mou, ainsi que la hauteur, la largeur et la longueur des spires, qui est non autotarodante, ce qui suggère un comportement un peu différent par rapport à un plan conventionnel avec des spires moins hautes. Nous, on s'intéresse de plus en plus à la muco-intégration parce que les études récentes montrent que l'échec implantaire vient de plus en plus de la partie muco-intégration, donc la tâche avec le tissu conjonctif, que la partie finalement ostéo-intégrée, parce qu'on arrive quand même à élaborer de plus en plus ou à utiliser des implants qui sont bien tolérés au niveau de l'os. Et ce concept s'appelle, j'ai appris ça en 2022 quand j'étais aux États-Unis pour un congrès, du coup le concept du soft tissue housing pour permettre une vraie attache conjonctive solide qui est finalement garante pour une stabilité primaire. Donc, si on a une bonne attache au niveau du col implantaire, on n'a pas d'infiltration bactérienne et du coup, on a une stabilité primaire et par la suite, une pérennité de l'implant dentaire. Une autre approche différente de la... Vous pourriez conclure assez Bien vite. sûr, oui, c'est la dernière. D'accord. Oui, Merci. désolée. J'étais un peu lente. Donc, une dernière approche, c'est l'utilisation de revêtements bioactifs. Et on voit ici, par électrospinning, soit du verre bioactif conventionnel 45K5 ou du CAP, qu'on arrive avec d'électrospinning à finalement électrofiler des revêtements au niveau des spires et au niveau aussi de la partie mini-col ici, et ce revêtement répond à des critères biologiques selon la norme 1993. Du coup, il n'y a pas de cytotoxicité. Donc, pour conclure sur ce webinaire, que ce soit régénéré, restauré ou remplacé, donc les 3 R de notre présentation d'aujourd'hui. Donc, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment que notre recherche soit une recherche collaboratif. Et ce qui nous intéresse, c'est les matériaux bioactifs pour améliorer les soins et le confort des patients, et aussi de développer des méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Et je vous montre à gauche, en fait, ce qu'on a actuellement à l'équipe qui est au cours de développement dans le cadre d'un projet Carnot financé par l'Institut Carnot Ingénieur à Lyon pour une bouche artificielle avec des cycles de mastication variables qui peut simuler des situations cliniques, pathologiques ou physiologiques et permettre d'évaluer vraiment nos matériaux de manière prédictive sans avoir recours à l'expérimentation animale. Merci de votre attention. Merci à tous mes collègues, parce que je n'ai pas fait ces travaux, bien évidemment, toute seule. Merci à Christophe Drouet, à Sylvie, à Daniel et à Grégory et Nolan de partager ce créneau avec moi. Et désolée si j'étais un peu longue.
Merci Merci. beaucoup, Nina, pour cette présentation très complète des avancées qui laissent beaucoup d'espoir pour le futur, pour les personnes qui ont des dents fragiles, vraiment.